Au Québec, on ne parle pas la langue de Molière, on dit qu'on parle la langue de Tremblay. C'est dire à quel point l'œuvre de Michel Tremblay a marqué le Québec. 41 pièces de théâtre, 39 romans, des scénarios de films et même des paroles de chansons, d'opéra, de comédies musicales, Alouette. Les pièces de Tremblay sont traduites dans des dizaines de langues et jouées dans le monde entier. La plus connue étant bien sûr Les Belles-Sœurs, adaptée en comédie musicale, puis en film. On peut-tu commencer à coller des thèmes en attendant? Des matelas pis des meubles neufs. Tout ça vous coûtera pas une scène. Depuis 1968, Michel Tremblay raconte un Québec qui nous ressemble à travers une langue qui nous rassemble. J'ai toujours trouvé que Tremblay était l'auteur québécois qui comprenait le mieux nos hauts et nos bas, nos forces et nos faiblesses. C'est pour ça qu'on le considère vraiment comme notre écrivain national. Michel Tremblay a récemment annoncé la vente de sa maison en Floride à cause des politiques de Donald Trump. Pour la première fois en 34 ans, il s'apprête à passer l'hiver ailleurs qu'en Floride. Michel Tremblay vient de participer à son 48e Salon du livre de Montréal. Il a fait paraître Paris en vrac, un livre de souvenirs dans la ville lumière. J'ai souvent interviewé Michel Tremblay, mais à 83 ans, il était temps que je lui parle dans le blanc des yeux. Bonjour Michel Bonjour. Tremblay, quel plaisir de se parler. Plaisir d'être là. Michel, je te regardais regarder la présentation et quand on a mis des images de ta maison en Floride, t'as fait ce On a geste-là. signé hier. J'ai vendu la maison là, officiellement. Là. Hier, signé, fini, c'est terminé. Pourquoi c'est si douloureux pour toi de te Ben, départir? C'est 34 ans d'abord de bonheur. Avec mes amis, on appelait ça la maison du bonheur parce que, bon, on se réunissait puis on était bien. Et 34 ans d'écriture, tu sais, j'ai commencé. Tout ce que j'ai écrit depuis 1991 a été écrit dans cette maison-là. Parce Ce que qui tu fait n'étais pas capable d'écrire quand tu étais à Montréal, quand tu es au Québec? Oui, bien, à un moment donné, tu sens le besoin de t'en aller. Bon, la célébrité, c'est bien beau, c'est bien le fun, les premières, les photos, là. Mais à un moment donné, tu veux te retrouver pour vraiment travailler, t'isoler. Moi, j'ai besoin d'une petite cellule. J'ai toujours travaillé dans des endroits plutôt petits. Et Marie-Claire Blais, qui fréquentait, qui voit depuis une quinzaine d'années, me disait toujours, viens nous voir, viens passer l'hiver avec nous. C'est une île d'artistes, de sculpteurs, de peintres, de poètes. Et à 50 ans, ou quelques mois avant d'avoir 50 ans, je me suis dit, oui, donc l'hiver, là, c'est enough is enough. Là. Tu sais, quand c'est assez, c'est assez. Alors, j'ai décidé d'aller voir de quoi ça avait l'air. Dans le but de peut-être louer une maison pour l'hiver suivant. Et, pardon. Et vraiment en mettant les pieds, à cette époque-là, il y a 34 ans, tu vois, c'était une île très, très, très différente. En mettant les pieds, je suis tombé amoureux de l'endroit, puis je me suis dit, oui, j'ai commencé à visiter des maisons. Et j'ai loué une maison pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, là, j'ai décidé d'acheter parce que pendant ces 4 ans-là, j'ai écrit 4 livres ou 3 livres et une pièce, je pense. Alors, je savais que je pouvais travailler là. Alors, j'ai demandé la permission à l'agence Goodwin. J'ai demandé si j'avais Les si sous? j'avais les moyens de le faire. Et Nathalie Goodwin, une de mes agentes, m'a dit, oui, oui, tu as juste les moyens de te l'acheter avec une hypothèque, évidemment. Et je lui ai dit, OK, je l'achète si tu me jures que je m'en rendrai jamais compte, que je ne saurai jamais combien ça me coûte. Elle me dit, je te jure que tu ne le sauras pas, je ne l'ai jamais su. J'ai su combien je l'ai acheté, j'ai su combien je l'ai vendu, mais je n'ai jamais payé un compte. Je n'ai pas très drôle. d'hypothèque, l'électricité, l'eau, parce que aux États-Unis, il faut payer l'eau. l'eau, ouais. Je n'ai jamais rien su de tout ça. Mais tu parles de cet endroit-là comme si c'était un endroit qui te permettait de créer. Donc, d'une certaine façon, c'est comme si les murs de cette maison-là ont les fantômes quelque part de tes livres inscrits Ben, dans maintenant, oui, les gens qui ont acheté, j'espère qu'ils vont sentir ma présence pendant une couple d'années. Tu vas venir les hanter. Ben oui. Mais
Ça répète ailleurs. Oui. Ça répète n'importe où. J'avais juste envie de m'en aller au soleil. J'en avais assez de l'hiver. Quelqu'un m'aurait dit, viens en Martinique, là où je vais dans un mois. Et je serais sans doute tombé en amour avec la Martinique. Ça s'est adonné comme ça. J'ai été invité par Marie-Claire et ça a été là, ça a été... Mais il faut dire que c'était une île en même temps paradisiaque et bouleversante à l'époque parce Pourquoi? que c'était le mouroir des gens atteints de sida. Alors, en 1991. Oui. Et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui allaient mourir là. Et on voyait des couples, des gars qui aidaient d'autres gars. Et c'était vraiment très bouleversant. Ça donnait une certaine tristesse, si tu veux, intéressante à cette île paradisiaque-là. Mais c'est d'autant plus intéressant que cette île-là, qui à l'époque était un mouroir, donc en fait une façon aussi d'accueillir les gens de la communauté gay. Oui. Mais c'était le Aujourd'hui, Provincetown du Sud. voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles tu quittes et tu vends cette maison-là, c'est justement à cause des politiques de Donald Trump. Oui. Et en particulier, Anti- j'imagine, son attitude. Anti-LGBT, oui. Oui. Non, c'est pas tellement Non. non, c'est pas tellement cette peur-là. J'avais vraiment peur de ce que ce pays-là est en train de devenir. Quand je suis arrivé en novembre, je suis arrivé à la fin novembre, il venait d'être élu, puis donc il a été couronné en janvier, et tout a tellement mal été à partir du premier jour, pour moi, à mon avis, que je me suis dit, oh, parce que je m'étais dit, OK, il a été élu, il va finir par s'en aller, ça va finir, peut-être comme tout le monde, là, on pensait tous la même chose, et on s'est rendu compte que non. Et plus ça allait, dès les premiers jours, il a fait des gestes absolument inacceptables. Alors, je me suis mis à avoir, pas peur pour moi personnellement, pas en tant que gay, là, mais ce que je disais tout à l'heure, de ce que ce pays-là risquait de devenir. Et plus ça allait, les dernières semaines en mai, je partais toujours le 15 mai. Les 2 dernières semaines ont été difficiles parce que ça commençait vraiment à aller très mal. Pose-moi une question parce qu'il faut que je boive. Ah oui, il faut que tu boives, parce que tu me le disais avant qu'on commence, depuis que tu as eu un cancer de la gorge, il faut que tu t'hydrates régulièrement. Donc, vas-y, s'il te plaît, prends une gorgée d'eau. Ça me permet justement de rebondir puis de te poser la question suivante. Trump n'est pas les États-Unis ne sont pas Trump. Ouais. Est-ce que ta réaction, je vais faire l'avocat du diable, est-ce qu'elle n'est pas exagérée? C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses que tu continues à aimer des États-Unis. Il y a une vie intellectuelle, mais non, il y a une vie c'est-à-dire, culturelle aux États-Unis. Tout ce que je connais, c'est New York et l'île de Key West. L'île n'a pas, c'est-à-dire assez kétanisée, mais ça n'a rien à voir avec lui. Mais l'île est toujours aussi belle, puis ma maison était toujours aussi adorable, puis mes amis qui venaient appelaient ça la maison du bonheur, comme je disais tout à l'heure. Et ça n'a pas changé. Mais en mai, je parlais des 2 dernières semaines tout à l'heure, ICE a commencé en mai, parce qu'il y a beaucoup de Cubains, évidemment. On est à ICE, côté c'est de Cuba. le groupe qui s'occupe Oui. de l'immigration. C'est la Exactement. police de Ils l'immigration. ont commencé à venir fouiller dans les cuisines. Il y a des restaurants cubains absolument magnifiques, très, très bons. D'ailleurs, si vous allez à Key West un jour, c'est un des endroits aux États-Unis où on mange le mieux. Il y a 400 restaurants. Il y a vraiment des restaurants extraordinaires. Donc, ICE s'est mis à arrêter des gens dans les cuisines. Ils rentraient dans le restaurant, passaient à travers le restaurant, allaient dans la cuisine, pardon, et arrêtaient les gens. Là, j'ai commencé à avoir peur pour mon île un peu, parce qu'on est loin. On est au sud, du sud, du sud. On est plus près de la Havane que de Miami, par exemple. On est à 90 000 de la Je Havane comprends. et 125 000 de Miami. Donc, c'est une île à part des États-Unis. Mais il commençait à s'infiltrer là. Et ça m'a vraiment... Je me suis dit, bon, ça y est, ils sont rendus ici. Alors, c'est ce qui m'a décidé. Quand je suis revenu à Montréal, j'en ai discuté avec mes amis. Puis, j'ai décidé de... Il y avait des gens qui étaient pour, il y avait des gens qui étaient contre. On me disait, attends encore un peu. Et je suis content de ne pas avoir attendu. Parce que j'ai vendu hier, en novembre,
Et je ne sais pas ce que ce régime-là peut faire à ceux, aux étrangers qui possèdent des maisons. On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont finir par saisir ma maison? Est-ce qu'ils vont finir par il y a déjà des taxes, des taxes épouvantables. Est-ce qu'on va ajouter une taxe aux étrangers C'est pas exclu. Maintenant, pour rentrer aux États-Unis, ça coûte 250 pièces. Ils se plaignent que les gens n'y vont plus, mais ils imposent une taxe de 250 $ pour rentrer dans leur pays. C'est complètement fou. Et même de loin maintenant, même d'ici, ça me fait peur un peu parce que c'était un pays tellement important. Ça ne l'est plus. Maintenant, c'est la risée du monde entier. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme leur président est un revanchard, tout ce qui lui plaît pas, il essaie de l'écraser, ben ça commence à faire peur à tout le monde. Est-ce que ça veut dire aussi, parce qu'on sait à quel point, évidemment, t'aimes aller à New York, voir des pièces de théâtre, aller sur Broadway, ça veut dire que tu n'iras plus à Broadway voir des pièces de théâtre? J'en ai parlé avec mon chum, puis c'est ce qui me fait le plus, pas le plus de peine, mais le fait de pas... On allait, comme on était 6 mois sans se voir, on se rencontrait à New York, genre en février ou mars, là, au milieu du voyage. Et on passait une semaine à voir des spectacles. Mais, tu sais, maintenant, payer 250 pièces américains pour aller voir une comédie musicale, quand j'ai déjà payé, je sais pas moi, 25 pièces. Je me souviens, la première fois que j'ai payé 25 $, c'était un spectacle, une comédie musicale avec Liza Minnelli puis Tita Rivera, qui s'appelait The Ring, c'était en 73, 74. 25 $ pour aller voir un spectacle, alors que maintenant, les gens, ce qu'ils appellent les premium tickets, là, c'est 500 $ américains, ça fait 700 pièces. La culture est plus aussi abordable qu'elle l'était, mais Ouais. en même temps, c'est d'une tristesse inouïe, Michel, parce que ça veut dire que, à cause du président de ce pays-là, plein de gens à travers la planète se privent de la culture Ouais. américaine. Mais il est contre la culture, de toute façon. Il est contre tout ce qui est éducation, tout ce qui veut que les femmes reviennent à la maison. Ça, c'est évident. Là. Ils ont commencé à en parler sérieusement. Il y a même un groupe épouvantable qui... comment il s'appelle? Les Tradwives. Les Tradwives, là. Des femmes qui, elles, sont d'accord avec lui. C'est épouvantable. Alors, tout ça fait... Il est contre tout. Ils sont contre la science. C'était un des pays où les recherches scientifiques étaient les plus intéressantes, les plus développées, les plus commanditées. Et maintenant, il n'y a plus rien. C'est tellement ignorant, ils veulent tellement imposer l'ignorance que ça fait vraiment peur. Lui veut être roi, c'est évident, et pour être roi, il faut que le peuple soit ignorant, il faut que le peuple ne connaisse rien, ne sache pas. Déjà qu'ils sont très insulaires. Hein. Il y a, avant Trump, on disait qu'il y avait au moins 60-70% des Américains qui n'étaient pas capables de pointer leur pays sur une map monde. C'est ça, une ignorance culturelle ou une certaine forme d'ignorance. Cultivée. Vraiment, ça fait peur. Je veux revenir sur ce que tu disais par rapport à la communauté gay, parce que toi, dans tes pièces de théâtre, dans tes romans, tu as été un porte-étendard de la communauté gay. Quand tu regardes ça aujourd'hui, est-ce que toi, tu te reconnais, quand on nomme toutes les lettres, là, LGBTQIA2S+, est-ce que tu te reconnais dans le 2S+, dans le Q, dans le T, dans le I, dans le A? Je me suis déjà expliqué là-dessus. J'ai 83 ans. Ouais. Alors, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre un petit peu plus loin que LGBTQ+, là. Ouais. Après, là, j'ai de la difficulté. J'accepte parce que, bon, tout être humain a le droit à ses opinions, à se sentir comme il se sent, mais j'ai des difficultés à comprendre. Je comprends, j'accepte sans comprendre, exactement. Ouais. Les yels, par exemple, je comprends. C'est quelque chose que je comprends pas. Un homme qui veut devenir une femme qui veut devenir un homme, c'est possible maintenant. Ça, je l'accepte. Mais quelqu'un qui se sent ni l'un ni l'autre,
Dans ma tête, je le comprends pas. Je suis Mais trop je pense vieux. pas que ce soit une question d'âge, c'est-à-dire qu'il y a des gens même qui ont 20 ans et qui disent, ben, la biologie fait que le sexe est binaire, puis que, bon, quelqu'un qui reconnaît pas la binarité des sexes, c'est quelque chose qu'on peut ne pas comprendre. Je pense pas que ce soit nécessairement ton âge Ben, qui fait en c'est-à-dire sorte. que, ouais, c'est-à-dire que quelque part, dans la nature, c'est vrai qu'il y a juste deux. Bon. Euh, Quoi que tu penses dans ta tête, dans ton corps, t'es quelque chose. C'est ça. Et je disais tout à l'heure, tu peux devenir autre chose physiquement, mais dans ta tête, c'est c'est- c'est la chose que je comprends pas, ne pas se sentir ni l'un ni l'autre. Je l'accepte, là. Je suis pas con, mais j'ai de la difficulté à ce qu'on l'impose Hum, aux c'est autres. intéressant, ça. Ça, Oui. toi, tu te sens pas correct, c'est correct, mais demander à une langue complète de se transformer, je disais ça justement, tout le monde en parle Ouais. l'autre jour, j'aimerais lire une page de Balzac écrite en yel. Je, c'est- le- je On saurait comprends pas le comment concept, l'accorder. là, je l'accepte, mais l'application est impossible. Il est trop tard. C'est une langue. On peut changer des choses. On en change d'ailleurs régulièrement. Mais changer euh, drastiquement euh, une langue, c'est une chose impossible pour 1% de 1% de 1% de la population. Mais tu sais qu'il y Là, a des, je me sens moi-même réactionnaire, là, mais bon. mais c'est pas réactionnaire. Puis aussi, à un moment donné, il y a toute une discussion autour de la communauté LGBTQIA+. Puis quand on apporte des bémols, des fois, ou des nuances, on se fait traiter de tous les noms. Puis je pense Bon, ben que ça, c'est toi, normal. Je veux dire, ouais, on est jeune, on est nouveau. On a tous été comme ça. ouais. On a tous passé à travers une période où on n'acceptait pas qu'on pense pas comme nous. Ça, Ouais. c'est correct. On discute, on continue, puis ils vont changer, ils vont vieillir. Tu Ils vont changer, ils vont vieillir. sais. En effet. Je, je veux pas être paternaliste, mais Non, non, mais tu as le droit à ton oui, opinion. Puis oui. moi, ce que j'apprécie, c'est que tu l'exprimes avec beaucoup de Oui, tendresse aussi. au risque de me faire haïr, même, tu parles de tendresse, mais au risque de me faire haïr parce qu'il faut qu'ils comprennent, il faut que tout le monde comprenne qu'on ne pense pas nécessairement tous de la même façon et que quand on se fait agresser, c'est normal qu'on réagisse, pas comme Trump, là, Ouais, ouais. pas en étant revanchard, mais en discutant. Parfait. J'adore cette idée-là. Écoute, on parle de mots et de l'importance des mots. Tu viens d'en parler. En fin de semaine, tu étais au Salon du Livre. C'est Ouais, ton 48e Salon du ouais. Livre. S'il y a un endroit où on célèbre l'importance des mots, c'est bien là. Et il y a quelqu'un de ton équipe qui m'a fait une confidence que je trouve absolument charmante. J'espère que tu ne seras pas fâché que cette personne-là ait partagé ça avec nous. Il paraît qu'à chaque fois que tu te prépares pour un Salon du Livre, tu te poses la question, est-ce que les gens vont venir? Ben oui. Et ce n'est pas de la fausse La peur modestie, du has-been. mais J'ai peur de penses-tu, devenir un has-been. mais t'es sérieux encore après Ouais. toutes ces années-là? T'as Mais encore la peur que le public soit pas au je vais te dire rendez-vous? quelque chose de plus. Je pense que ça, je ne l'ai jamais dit dans mes 57 ans de carrière. Je le pense beaucoup moins. Mais pendant des années, j'étais convaincu, pas pour les romans, mais j'étais convaincu que les gens venaient voir mes pièces pour les haïr. Pardon? Ouais. Les salles étaient pleines, c'était des triomphes, mais j'avais toujours peur qu'ils viennent puis qu'il y ait pas. Non, pas qu'ils viennent pour les haïr, mais chaque soir, même Albertine en 5 ans, même dans toutes les représentations, j'avais peur qu'on n'aime pas ça. Et je suis encore un petit peu comme ça. J'étais là hier, en même temps que vous autres, Oui, donc et pour encore Hosanna, là, j'avais une petite appréhension. Là, si ça réagit pas assez, si ça lit pas assez, si je suis en coulisses, puis je tends l'oreille, puis je fais comme ça. Ben, mais d'ailleurs, oui, Brassard me disait très souvent, et que t'aimes ça t'inquiéter. Que t'aimes donc ça. À la première d'Albertine en 5 ans, on l'avait triomphé à Ottawa avant, puis c'était la première au Rideau Vert, puis je lui avais dit d'un coup, ça marche pas, puis il m'avait dit, ça se peut pas.
C'est très drôle. Tu parles d'Albertine en 5 temps. Hier soir, c'était donc une des représentations de Hosanna, la Scheherazade des pauvres, au Théâtre du Nouveau Monde. Et tu étais en coulisses. Ouais. Donc, cette pièce-là, tu l'as vue plusieurs fois à Québec et à Montréal. Mais donc, une fois par Oui, représentation. à chaque série de représentations, pour Tchekhov, par exemple, qui est ma pièce la plus récente au Nouveau Monde, il y a 3 ans, il y a toujours un soir, et les techniciens sont habitués, ils me préparent ils préparent ma chaise, et je m'assois en coulisses à côté jardin, et je regarde le spectacle de profil, et c'est très intéressant. Qu'est-ce qui est C'est pas- intéressant? Qu'est-ce qui est différent de Ben, quand tu c'est es dans quand- la salle? Quand tu es dans la salle, l'énergie s'en va vers toi. Bien sûr. Quand tu es en coulisses, l'énergie s'en va dans la salle. Ah. Tu sens pas l'énergie qui vient sur toi, ce qui fait que quand tu es l'auteur, tu es plus critique de ce qui se fait que quand tu es dans la salle, que tu aimes le spectacle ou que tu n'aimes pas ça, tu as plus d'émotions parce qu'il s'adresse à toi directement. Quand tu es en public, ça s'adresse à quelqu'un d'autre, alors tu peux plus analyser, tu peux plus... En tout cas, je suis moins nerveux. Ça, je suis moins énervé. Le soir de la première, j'ai failli mourir d'Hosanna. Je me suis mis à avoir froid à un moment donné, puis je ne savais pas pourquoi. Mais quand je suis en coulisses, donc hier, je l'ai plus analysé. D'abord, j'ai plus compris le tricot que Maxime. Maxime, c'est quoi son nom, Maxime? Ah, excuse-moi, j'ai un trou de mémoire. Mais ça, c'est pas fin. Bon, le metteur en scène. Oui, le Oui, metteur en je suis scène. désolée, a j'ai un fait trou de mémoire, entre moi les aussi. avec Oui, il a pris une les pièce de 2 théâtre œuvres. et il a Ouais. pris un livre et il a Ouais. tricoté les deux. J'ai plus vu comment Ah. c'était fait, là. C'est ça que je cherchais à dire. Comment il avait fait la chose, puis c'était pas... J'étais moins impliqué. Je suis toujours moins impliqué en coulisses. Et c'est très intéressant. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que tu deviens comme un observateur de ta propre Oui. œuvre, alors que Oui. quand tu es installé dans la salle, Ben, ça dit que je tu es un public comme un autre. Oui. Et puis, je suis aussi observateur de ce que les autres ont fait De ton avec. œuvre. Ben, Ouais. Parce que ça, je l'ai dit 1000 fois, tu m'as peut-être déjà entendu dire ça, mais quand on écrit pour le théâtre, il faut avoir l'humilité et l'intelligence de comprendre qu'on écrit pour le théâtre parce qu'on a besoin des autres. Bien sûr. Tu sais. Ça prend un metteur en Avec scène, le ça prend des roman, comédiens. avec le Ouais. roman, avec la poésie, tu es tout seul devant tes lecteurs, tes lectrices. Et j'ai toujours aimé, moi, j'en parlais hier soir à la discussion après le spectacle, j'ai toujours aimé me confier mes textes à quelqu'un d'aussi ou de peut-être plus intelligent que moi, qui a une intelligence, une sensibilité différente et qui va engager des gens, des concepteurs et des acteurs qui, eux aussi, vont avoir leur sensibilité, là. Alors, à ce que j'ai écrit s'ajoutent des dizaines d'intelligence et de sensibilité, ce qui fait que quand une pièce est créée, c'est autant une création des gens qui sont sur scène et qui sont derrière la scène que du gars ou de la fille qui a écrit la pièce. Et ça, je trouve ça absolument passionnant, l'espèce de surprise que tu peux avoir du spectacle qu'on a fait, du texte que tu as écrit pour qu'il soit un spectacle, mais dont tu ne sais pas de quoi il va avoir l'air, parce que Absolument. c'est pas toi qui vas le faire. C'est comme un paquet C'est surprise. absolument pas. Et je dis aussi souvent que je souhaite à tout écrivain, écrivaine, de son vivant, d'avoir le plus grand nombre de productions possibles. Parce que ce qui est fantastique quand tu vois 20, 30 productions d'Albertine, par exemple, c'est que tout change, excepté ce que tu as écrit. Très C'est intéressant. jamais pareil. Là, il y a Albertine, justement, qui va jouer à Phnom Penh, au Cambodge. Alors, qu'est-ce que... mais en français, ça, c'est extraordinaire. Ils ont décidé de faire... Et le texte original, en C'est plus. fou. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce texte-là? C'est... C'est vraiment la preuve que tes pièces sont universelles. Je veux juste revenir, parce que tu nous parles d'Albertine en 5 temps, on vient de parler d'Hosanna. Dans ton livre Paris en vrac, qui vient de sortir, tu racontes, en 1971, tu présentes Les Belles Sœurs à Paris. En Et- 13.
Ah, 73, pardon. L'ambassade du Canada vous donne des sous pour la production. La délégation du Québec veut rien savoir, considère même que la pièce est trop vulgaire pour être une vitrine pour le Québec Ils à ont même Paris. essayé, les critiques, empêcher les critiques d'aller voir la pièce. Ça, j'ai lu ça dans le livre. Décourager les critiques. Je trouve ça incroyable, Ouais. Michel. Bon, on trouvait ça incroyable, nous autres aussi. Mais- C'est-à-dire qu'on avait demandé, de l'argent à Ottawa, bien sûr, pour aller jouer à l'Espace Cardin à Paris. Et ils avaient refusé. On avait demandé à Québec, pardon. Mme Claire Kirkland Casgrain, Casgrain avait ouais. honte des belles-sœurs. Alors, on s'est adressé. Quand ton pays ne veut pas de toi, tu t'adresses au pays d'à côté. Alors, on s'était adressé à Ottawa, qui, eux, avaient accepté. Mais c'est fou de se dire qu'aujourd'hui, cette pièce qui est si iconique pour le Québec, qu'à une certaine époque, une certaine élite politique en avait honte. Ça dit quelque chose quand même. Ben, c'était surtout à cause de la langue. Hein. C'était pas le sujet, oui, peut-être. Là. Bien Mais sûr, c'était le joual. Ils avaient vraiment honte de la langue qu'on. La grande critique que j'ai eue pendant des années, c'était vraiment pourquoi le joual, alors que je leur disais que Marius Fanny César, c'est écrit en Pagnol. marseillais, tu sais, Bien sûr. et que jouer... Par exemple, pendant des années, quand mes pièces ont commencé à être jouées un peu partout, on me disait « Comment ils font pour traduire le joual? » Puis je leur disais, je répondais toujours « C'est pas le joual qui traduit, c'est la pièce. » Dans toute ville, il y a un quartier ouvrier où il y a une langue particulière. Tellement bien dit. Mais c'est dans cette langue-là particulière que les pièces sont traduites. D'ailleurs, exactement 20 ans après la première des Belles-Sœurs, à Glasgow, en Écosse, la pièce a eu exactement le même effet en 88. C'était la première fois qu'on jouait une pièce dans le Glaswegian, qui est la langue de l'Est de Glasgow. Et ça avait fait le même scandale, les pour et les contre, mais C'est 20 très ans drôle. plus tard. En anglais, ou enfin Ouais. en Ça glasgoyen. s'appelait The Guild Sisters. J'ai eu idée. C'est excellent. Écoute, on va prendre une petite pause. Ouais. On va Michel, boire tu de vas l'eau pouvoir un boire petit de peu. l'eau. Et en revenant, je vais absolument te parler de quelque chose qui te concerne directement, indirectement, et qui, moi, m'a beaucoup choqué et scandalisé. Et je pense que ça va te choquer et te scandaliser aussi après la pause. Rebonjour, Michel Tremblay. Rebonjour. Je t'avais dit, avant qu'on aille à la pause, que je voulais te parler de quelque Tu chose m'as qui, fait moi... peur, d'ailleurs. Non, non, ben, tu vas voir, c'est rien d'inquiétant. C'est juste quand ton grand chum, André Brassard, est décédé, il y a quelques mois de ça, je recevais en entrevue le ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe, qui venait de prendre ses fonctions de ministre, et je lui avais fait passer un petit quiz, et puis je lui avais demandé... quel est le nom du metteur en scène très connu québécois qui vient de décéder, puis il connaissait pas. Donc, je lui ai donné des indices. J'ai dit, ben oui, c'est le metteur en scène des Belles-Sœurs, et puis le metteur en scène de la quasi-totalité des pièces de théâtre de Michel Tremblay. Il ne savait toujours pas. Et quand je lui ai dit, ben c'est André Brassard, il y a eu comme un petit silence au bout du fil. Donc, il connaissait pas vraiment qui était André Brassard, alors qu'il est ministre de la Culture. Comment on explique ça qu'au Québec, Je ne sais pas. est-ce que ça te choque, d'abord? Ben, ça m'a choqué quand tu me l'as raconté. Je te l'ai raconté au TNM il y a quelques la mois. première fois. Ouais. Mais il faut dire à son crédit qu'il s'est emmieutté, comme aurait dit ma mère. Oui. Il est beaucoup mieux maintenant, il s'est renseigné plus. On ne sait pas comment, on parlait de Trump tout à l'heure, on ne sait pas comment ils sont nommés, pourquoi ils sont nommés. C'est Ouais. peut-être leur tour, c'est peut-être à ton tour d'avoir une job, puis on va te donner cette job-là. C'est un peu incompréhensible pour nous. Oui. De notre côté à nous, du côté des artistes, on se dit, mais pourquoi ils ont mis ce gars-là là? Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent arrivé, mais souvent avec des gens qui ont pris leur dossier, puis ont appris à devenir Des meilleurs ministres. des meilleurs ministres de la culture. Mais peut-être parce que... Pardon. Je devrais peut-être pas dire ça, on est quand même à la télé. Mais la culture, souvent, est tellement peu
importante pour n'importe quel gouvernement. On est toujours à la queue, on est toujours à la fin. On a toujours la réputation de demander de l'argent alors qu'on n'en a pas besoin. Je ne sais pas, la culture n'est pas mise de côté, mais il faut bien en avoir un ministre ou une ministre. Alors, on nomme quelqu'un comme ça qui est peut-être pas... Peut-être aussi parce que dans ce groupe-là, il y avait personne c'est effrayant, de vraiment qualifié. Alors, on n'a plus celui qui allait peut-être être celui qui deviendrait le plus qualifié. Je ne sais pas, là, je dis peut-être n'importe quoi. Mais c'est vrai, et je le dis, puis ça, je l'ai toujours dit, qu'on a souvent l'impression que la culture n'a aucune espèce d'importance pour certains gouvernements. Mais je vais élargir, d'accord? Je vais m'éloigner du cas simplement d'un ministre qui ne sait pas qui est André Brassard, alors qu'il avait dit dans les journaux, ce ministre-là, qu'il adorait les arts vivants au Québec, qu'il adorait le théâtre. Si je me promène dans la rue aujourd'hui, à Montréal, et que je nomme le nom de André Brassard, ou que je nomme même ton nom à toi, Michel, dans certaines écoles au Québec, c'est possible qu'il y ait des gens qui ne sachent pas qui tu J'ai es. vu un reportage, je ne sais pas si c'était vu ça Oui. à Radio-Canada, le reportage où on demandait à des étudiants de l'Université Absolument. de Montréal, et la question est comme le cheval blanc de Napoléon, là, qui a écrit Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay? Et il ne savait pas. Il ne comprenait pas le jeu de mots. Qui a écrit Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay? Les étudiants disaient... Pas tout le monde, là, je veux Mais dire. est-ce que ça te fait de la peine, autrement dit que... parce que j'ai lu ton livre Paris en vrac, tu parles d'Hélène Loisel, tu parles de Rita Lafontaine, tu parles de plein de monde au Québec qui sont plus avec nous, mais il y a comme un pan de la culture québécoise que les jeunes ne connaissent pas. Est-ce que ça te fait de la peine? Ça me fait de la peine, mais je trouve ça normal parce qu'ils connaissent les artistes de leur âge. Ça, c'est... nous, quand on a commencé, on avait une espèce de culte pour les gens plus vieux. On parlait de Félix Leclerc tout à l'heure, Oui. pendant la pause, ou Monique Lérac, où on avait un culte pour ces gens-là. Et les jeunes, peut-être se tiennent plus entre eux, ont des idoles qui sont leurs idoles à eux. Et je peux pas dire que je trouve ça drôle. Tu trouves Je ça trouve pas- drôle? Ben, Ouais. en fin de vie, c'est beaucoup de dire, là, je suis pas malade, mais qui m'oublient. Pas qu'ils m'oublient, mais qu'ils me connaissent pas, et qu'ils veulent pas me connaître. Euh, Quelque part, est-ce que c'est vraiment très important? Je ne sais pas. Moi, je trouve ça drôle. Mais qu'on dise, par exemple, au Québec, qu'on parle la langue de Tremblay, puis qu'un jeune de 18 ans dise « Hein, c'est qui ça, Tremblay? » C'est quand même Ça me spécial. dérange pas. T'es sérieux? Ça devrait. Je sais que c'est terrible, mais je trouve ça comique. Je veux dire, ils vont finir par l'apprendre. Puis la langue de Tremblay, c'est un petit peu ridicule aussi, là, franchement. Ah ben ça m'intéresse. Pourquoi tu trouves ça ridicule, Michel? Ben, parce que la langue que j'écris est une langue inventée. Hmm. C'est pas une vraie langue. C'est une langue de théâtre. Dans la vie, bon, on est à la télévision, là, on fait des phrases, on construit des phrases qui sont complètes, mais dans la vie, on ne parle pas toujours en phrases complètes. Et en joual, c'est encore pire. C'est bien évident que mes personnages, s'ils étaient dans la vie, ne parleraient pas comme ils parlent. J'ai inventé un joual, mon joual à moi, qui était très, très, très près, qui utilisait les vrais mots. Mais mes personnages sont, sont beaucoup plus capables de s'exprimer, sont plus construits dans leurs phrases que serait leur équivalent dans la vie. C'est du théâtre. Alors, Ouais. on devrait peut-être dire la langue de théâtre de Tremblay, mais Ah! la langue de Tremblay, c'est une fausse langue. J'en suis très fier, c'est le fun, parce que j'ai réussi à faire dire à des personnages qui n'avaient pas le droit de parole des choses intelligentes ou bien construites, là. Mais non. Mais, oui, là,
Donc, on va arrêter de dire la langue de Tremblay. On va recommencer à dire la langue Le de théâtre de Molière. Tremblay, La oui. langue de théâtre de Tremblay. Ça me fait penser quand tu dis évidemment que toi, dans tes pièces, tu as donné la parole à des gens qui n'avaient pas Oui. cette tribune-là, qui n'avaient pas cette parole-là. Je peux pas m'empêcher de faire un lien, évidemment, avec ta position qui a toujours été d'une extrême fierté québécoise. Est-ce que tu es encore indépendantiste aujourd'hui et est-ce que tu penses que de ton vivant, tu vas voir un Québec indépendant, que tu vas voir le Québec devenir un Et pays? mon Dieu, il est un peu tard. De mon vivant, là, je peux pas dire. Il y a une chose que je peux dire, c'est que de mon vivant, je ne verrai jamais Montréal belle. Ça va tellement mal et c'est tellement épouvantable, puis on en a pour des dizaines d'années. Non, oui, je suis encore indépendantiste parce que je me sens, je l'ai déjà dit, ça, comme un dinosaure, je veux dire, de la première génération, de ceux qui ont conçu l'idée, le principe d'indépendance, qui ont pensé, qui ont été les premiers à avoir besoin d'être indépendants. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas, je peux pas prédire, je peux pas Mais le t'aimerais que savoir. ça se fasse? J'ai pas l'impression que... Là, on dit qu'il y a un renouveau d'intérêt de la part des jeunes. Absolument. Là. Ça, c'est formidable, je suis très content. Mais on peut pas prédire ces choses-là. C'est trop important. C'est drôle parce que j'en parlais justement avec mon chum dans la voiture l'autre jour. Si on l'avait fait en 80, on serait un pays depuis 45 ans. Quand on pense à ça, c'est... ça fait peur. Ça fait de la peine, c'est-à-dire. C'est de se dire on a passé à côté, il y a 45 ans, on a eu le temps de passer à travers peut-être les mauvaises périodes du début ou les manques du début ou les difficultés. On serait passé à travers, puis on serait un pays riche maintenant, après 45 ans. C'est tout à fait vrai. Et dans les journaux, là, au cours des derniers jours, il y a eu un scoop d'un de nos collègues du Journal de Montréal qui racontait que Jean Chrétien, à la veille du référendum de 95, Ben oui, avait accéléré le processus oui, de l'espèce de scandale dont on n'était pas au courant, mais ça, je sais pas, j'ai pas C'est trop ça. lu là-dessus. Mais il reste quand même... Mais l'histoire de l'avion d'Air Canada, ça, c'est terrible. Oui, non, Air Canada qui avait payé des avions gratuits pour que les Canadiens viennent nous faire croire qu'ils nous aimaient, là. Tu sais, c'était assez mais c'était ça, on le savait, théâtral. oui, C'était théâtral. et indécent. C'est du théâtre indécent. Est-ce que tu penses, comme certaines personnes, qu'on s'est fait voler le référendum de Oui, absolument, 95? oui, ça, je pense que même ceux qui le nient le savent. Michel, Comme les MAGA, oui. ils savent très bien qui est Donald Trump et qu'ils ne veulent pas le voir parce qu'ils ont besoin d'un héros. Très bien dit, c'est un très bon parallèle. Tu as évoqué tout à l'heure ton chum, Jimmy. Après la pause, j'aimerais ça qu'on parle d'amour, de tes relations amoureuses. Et Et j'ai ça te jamais tente parlé pas? de ça. Bon, J'ai toujours été très discret là-dessus. ben on va entrouvrir un tout petit peu. T'en fais pas, je Ça se manquerai peut que pas je de réponds pudeur. pas. Bon, je poserai les questions puis tu feras les réponses que tu veux après OK. la pause, Michel. Michel, à la fin de ton livre Paris en vrac, tu parles de tout le monde, de plein de vedettes, de gens que tu as côtoyés, de Bernard Pivot, de Rita Lafontaine, de Denise Filiatro et tout ça. Et à la toute fin du livre, il y a une photo de toi attablé au restaurant à Paris avec ton chum devant un grand plat d'huîtres. Oui, Et, on se paye ça une fois par année, le même plateau. et c'est très touchant parce que tu parles de cet homme qui est dans ta vie depuis plus de 30 ans. 29, oui, ça va faire 30 ans bientôt. Ça va faire 30 ans bientôt. Tu nous disais avant la pause que tu as beaucoup eu de pudeur, que tu parles rarement de ça. Ben, c'est parce que j'ai une vie sentimentale plate. Je suis platement fidèle. Oui. Alors, j'ai toujours eu des chums longtemps. Toujours été longtemps avec la même personne. Alors, c'est pas très intéressant. Et comme mon chum est psychologue, on a toujours été discret parce que il faut pas que ses clients sachent des choses à ça. Tu sais, comment ça s'appelait prendre soin de l'émission de télévision avec Sophie Lorrain, là, où à un moment donné, son psychiatre est obligé de la laisser parce que sa fille, à lui, était allée la voir à l'hôpital. Elle travaillait dans un hôpital, je pense.
Et c'est la même chose, c'est que les psychologues et les psychiatres, il faut que leurs clients en sachent le moins possible Sur eux. sur leur vie privée. Je C'est pour comprends. ça que depuis 30 ans, on est très, très, très discret parce qu'il ne faut pas qu'on sache qui c'est. Je comprends. Mais ce que ça nous dit sur toi aussi, c'est que tu as raconté ta famille, Nana, c'est sûr que c'est ta mère. Je veux dire, tu as raconté toute la vie des autres personnages qui ont peuplé ta vie, mais en même temps, ta vie amoureuse, tu la gardes privée. Ouais. Mais ça fait J'en en ai sorte... parlé dans le cas découvert, le Oui, cœur éclaté, tout à fait. parce que j'avais vécu une chose très particulière. C'était pas tellement de la relation entre les deux gars dont je parlais, mais c'était le fait qu'un des deux était obligé d'accepter la présence d'un enfant dans sa vie. Mhm. Il y a 40 ans, c'était quand même assez particulier. Mais est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, avec cet homme-là avec qui tu es Oh depuis oui, 30 ans, absolument. tu es Oui, un oui. homme heureux Oui, oui, aujourd'hui? absolument. Je ne suis pas heureux en général. Je veux dire, on n'a pas... Le bonheur n'existe pas, là, parfaitement, mais je suis parfaitement content et à l'aise et heureux. À tous mes invités, je leur demande d'apporter un objet qui les Oui. représente et qui les définit. Puis c'est toujours moi comme un enfant dans un magasin de bonbons parce que c'est une Ben, je vais te surprise. montrer ça. Alors montre-moi ce que tu m'as. Il est pesant en plus. Il est J'ai pesant, été obligé mon d'apporter Dieu. un gros sac. Je suis vraiment désolée de t'avoir imposé Alors, tout ça. c'est une Ah, sulfure. Là, c'est beau. ah, c'est J'ai magnifique. commencé une collection, j'en ai une trentaine maintenant. La première fois que je suis allé à New York en 69, j'étais dans Greenwich Village et je passais devant un antiquaire et moi, j'achète les choses qui me sautent dessus. Un tableau, une Oui, sculpture, un livre, même des fois. Il faut qu'il me saute dessus pour que ça m'intéresse. Et il ça était dans la t'interpelle. vitrine Oui. et c'était déjà une antiquité. Et j'ai toujours été fasciné par le verre, VERRE, là, par les vitraux, des choses comme ça. Et je l'ai trouvé tellement beau, parce qu'avec tous les millions de bulles qu'il y a dedans, que je l'ai acheté et j'ai commencé une collection. Et mes actrices se sont Ah, mises à m'en acheter. c'est très À la drôle. première d'Albertine, par exemple, Madame Oligny m'en avait acheté une. Huguette Oligny, Amulette Amulette Garneau, Garneau. Rita Lafontaine, Denise Filiatro m'en ont tous. Alors maintenant, j'en ai une trentaine que j'ai placée dans un énorme bol en porcelaine blanche, évasée, puis je les ai mis dans le milieu. Alors c'est vraiment très beau. Et j'ai toujours été vraiment fasciné. Par exemple, à Notre-Dame de Paris, pendant des années, je suis allé chaque année voir le vitrail de l'Est, Ah, qui est au fond de l'église, le magnifique. vitrail de l'Est, Oui. qui est le seul vitrail qui reste, qui est d'époque, et qui reçoit la lumière du matin, qui reçoit le soleil du matin. Alors, ça fait des lumières sur le plancher, partout dans la cathédrale, absolument, absolument magnifique. Alors, je suis un collectionneur De de sulfure. sulfures. Mais c'est intéressant parce que la demande, c'était un objet qui te représente et qui te définit. Et tout de suite, tu nous as amené vers chacune des boules de verre que des comédiennes Oui, t'ont apporté. Donc, ça veut dire que ce qui te définit, c'est aussi toutes ces femmes-là. Et c'est pas un hasard que ce soit toutes des femmes qui ont joué les mots de oui, oui, Tremblay. oui, oui. Qui m'ont catiné pendant des années. Des années. J'avais l'impression que j'écrivais pour elle, mais qu'elle prenait soin de moi. Hmm. Il y avait plus que de l'amitié. Il y a plus que de l'amitié avec les actrices. C'est vraiment Denise, par exemple, c'est la grande sœur que je n'ai jamais eue. Denise Filiatro. Denise Filiatro, c'est vraiment ma sœur. C'est vraiment, il y a un amour fraternel entre nous qui est indestructible. C'est très particulier parce que Denise, évidemment, faisait partie de la première distribution Des des belles. Belles C'est Sœurs. grâce à elle si la pièce a été jouée, d'ailleurs. Et parce qu'elle y croyait, Ouais. puis qu'elle s'est battue pour. Quand on regarde aujourd'hui, peut-être que mes chiffres sont pas bons, mais sur les 12 comédiennes qui ont présenté les Belles Non, Sœurs, sur les 15, elle est 15, la seule vivante. Ouais. elle est la seule vivante. Elle et moi. Est-ce que des Le fois, metteur en scène aussi est parti. oui, est-ce que des fois tu penses à ce qui va se passer une fois que tu vas être parti? Est-ce que tu penses à ta mort? Est-ce que c'est quelque chose qui
qui t'obsède? Il y a des gens qui sont obsédés par cette idée-là Je de l'ai partir. je l'ai très souvent dit. Euh, j'ai eu la chance de profiter du succès. Alors, quand je vais mourir, ennuyez-vous, arrachez-vous les cheveux de la tête, frappez-vous la poitrine, ennuyez-vous, pleurez, puis si vous avez à m'oublier, oubliez-moi. Le leg, ce que ça va devenir après, ça ne m'intéresse pas. Je serai plus là pour en profiter. Ce qui est formidable, c'est d'avoir, pendant près de 60 ans, peut-être que ça va arriver jusqu'à 60 ans, en profiter, être content et aller partout dans le monde voir mes pièces, puis connaître le succès sans le prendre trop au sérieux, sans me prendre trop au sérieux. C'est vrai, t'as pas la grosse au tête milieu du de tout. ça. Ouais. Non, mais ça, c'est un choix qu'on avait fait avec Brassard au début. On avait discuté, puis on avait décidé de plus être les petits cousins de tout le monde que les artistes avec la grosse tête. C'est vrai, on en avait vraiment parlé, parce que on est devenus des vedettes vite. Ça s'est passé, pardon, rapidement, puis on aurait pu avoir la grosse tête. Puis on avait décidé, non, on va continuer comme ça, puis ça nous a permis de, je pense, de travailler dans le droit fil de ce qu'on avait commencé. De pas... C'est quoi le de- fil? C'est quoi le fil de ton œuvre, Michel? faire parler intelligemment, bien sûr, hein, mais donner la parole. Au départ, les belles-sœurs, j'avais remarqué que dans le théâtre québécois, souvent, les femmes étaient secondaires et comiques. Alors, le fil, ça a été ça, ça a été de donner la parole sérieusement dans une comédie, ça se veut une comédie, mais dramatique, à des gens qui avaient toujours été justement juste comiques et secondaires, leur donner le devant de la scène, et c'est dans ce sens-là qu'on a pu continuer. Absolument. C'est très bien résumé de prendre les femmes qui étaient à l'extérieur, peut-être, Ouais. et de les mettre Ouais. au centre. Les mettre en avant. Et de ouais. les mettre au centre. Je veux juste terminer parce qu'il me reste quelques secondes avec, selon moi, une des plus belles phrases de tout ton théâtre que tu as fait dire par des personnages. La vie est bien trop plate pour la raconter telle qu'elle. Merci de nous avoir si Ça gentiment, me fait plaisir. si bien raconté Merci. notre Québec. Merci, Michel Tremblay. C'est drôle.